Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de juillet. C'est Martin Lafrenière de la zone jeux de société. J'espère que vous portez bien, que vous avez eu un magnifique été 2026. De mon côté, les vacances sont maintenant presque terminées et je suis là pour vous donner mon coup de cœur pour mon jeu préféré du mois de juillet. Comme toujours, David, merci beaucoup d'accepter que je fasse cette vidéo pour le coup de cœur. Écoutez, ça a été un mois de juillet quand même rempli avec pas mal de parties de part et d'autre. J'ai joué à beaucoup plus de petits jeux que de gros jeux, mais un des jeux qui m'a le plus impressionné, je vous dirais, au mois de juillet, c'est un jeu que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Mon ami Martin Montreuil m'en avait parlé un petit peu plus tôt cette année, puis j'étais très sceptique. Et finalement, il m'en parlait tellement que j'ai fini par me procurer une copie. C'est le jeu Boss Fighter QR. C'est un jeu qui a besoin absolument d'une application. C'est un jeu coopératif, mais ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un genre de jeu évolutif dans lequel on va tous ensemble travailler pour battre un boss. Donc, c'est un véritable boss battler. C'est un genre de deck builder dans lequel on va avoir des cartes. Ces cartes-là vont nous permettre d'attaquer le boss. Ça va nous permettre également de supporter nos alliés. Et à chaque fois qu'on va battre un boss, il va y avoir des règles de plus qui vont s'ajouter pour le prochain boss. Je pense qu'il y en a une dizaine de boss ou 10 boss dans la boîte de base. Par contre, il faut absolument utiliser une application parce que l'application va gérer, dans le fond, les attaques du boss. L'application ne va pas tout gérer, donc on a quand même besoin de garder en note les points de dégâts qu'on a parce que l'application ne va pas s'occuper de ça. Par contre, quand le boss va nous attaquer, on ne saura pas qu'est-ce qu'il va faire parce que c'est l'application qui va le faire et c'est quand même bien fait. C'est une application qui est également très colorée, qui donne beaucoup de personnalité aux différents boss et à chaque fois qu'on termine un boss, on débloque de nouvelles cartes et ça, à chaque fois que j'ai fait ça avec ma conjointe, on a toujours eu du plaisir à découvrir ces nouvelles cartes-là, à découvrir les nouvelles règles du prochain boss qui va complexifier, mais pas trop les choses. Bref, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de juillet. C'est un jeu, je pense, qui va arriver en français très bientôt. Donc, soyez à l'affût de ça, ça va valoir la peine. C'est sûr que si vous n'aimez pas les applications dans vos jeux de société, vous n'aimerez pas plus ça parce que là, vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes du style à vouloir tester de nouvelles choses et d'avoir un jeu d'une bonne qualité, Boss Fighter QR, c'est le jeu pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'été. Hey, on se revoit au mois de septembre. On va s'approcher déjà de la fin de l'année 2026. Alors, bye-bye tout le monde. Et maintenant, c'est à ton tour, toi. Quel est ton jeu du mois? Bonjour tout le monde. Merci encore, David, pour l'invitation. Ce mois-ci, j'avais un coup de cœur un peu spécial à vous présenter. Je vais vous présenter Pixies. Non pas parce que j'y ai joué récemment, mais plus parce que c'est le dernier jeu que j'ai joué avec ma mère qui nous a quittés il y a 2 ans déjà. Et ma mère, c'était celle qui me demandait pour jouer. Voulait jouer à des jeux que c'est pas moi qui avait à initier des parties. Une très grande fan de jeux, tout ce que j'ai pu y faire essayer au fil du temps. Donc, je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie de jouer des parties avec elle. Et donc, je voulais juste vous partager ce message de profiter du temps que vous avez avec vos proches pour jouer à des jeux. Les faire participer, les faire jouer. C'est tellement des beaux moments qu'on passe ensemble. Donc, Pixies, c'était mon coup de cœur. Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour A2Game et mon coup de cœur ce mois-ci, c'est le jeu The Loop. The Loop, un jeu coopératif où on doit travailler ensemble pour corriger les failles dans l'espace-temps et vaincre le Docteur Fou. Puis ça donne que récemment, il y a une version virtuelle qui est sortie sur Board Game Arena. Fait que si vous voulez l'essayer, vous pouvez 100% aller tester là-bas. C'est un jeu de deck building, c'est vraiment du tout petit deck building et de gestion de crise un peu à la pandémique. Donc on a un plateau qui est divisé en 8 périodes spatio-temporelles, là. C'est beaucoup des codes de couleurs, là. T'as la zone bleue, rouge, etc.
Et on a une tour au milieu qui représente le Docteur Fou qui va envoyer des failles spatio-temporelles, des petits cubes rouges. Et comme dans Pandémie, on doit empêcher qu'il y ait des destructions d'époque et donc qu'il y ait plus que 3 cubes rouges par époque. Parce que les actions qu'on prend à notre tour pour faire avancer la situation de jeu, ce sont les cartes qu'on a en main. Il y a des cartes qui nous permettent d'enlever des cubes rouges, il y a des cartes qui font apparaître des cubes verts, qui sont de l'énergie. Et avec l'énergie sur le plateau, on peut faire des loops. Une loop, c'est de dépenser un cube vert d'énergie pour redresser toutes les cartes qu'on a à notre disposition. On a une main de 3 cartes, mais en utilisant les loops de bonne façon, on peut les réutiliser encore et encore. Moi, j'aime beaucoup de loops. Il y a tous les défauts un peu de pandémique et de ces genres de jeux coopératifs-là. C'est-à-dire que le jeu peut vraiment t'écraser de façon aléatoire si tu manques de chance. Mais c'est tellement intéressant comment le jeu rebondit. Les combos sont hyper fun. Et quand tu mises sur différentes stratégies pour avoir des cartes qui te font piger des cartes, ben soudainement tu sens que tu peux vraiment faire du deck building intéressant, tirer le meilleur de tes loops. J'ai vraiment aimé la version sur BGA aussi. Fait que oui, allez l'essayer, c'est vraiment très chouette. J'ai bien aimé ça, c'est mon coup de cœur du mois. Bon été tout le monde. Notre coup de cœur du dernier mois va au jeu MAD, qui est un jeu de l'auteur québécois Thomas Dagenais-L'Espérance. C'est un jeu d'alliance et de trahison, vraiment le fun, c'est super simple. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Dans le fond, le principe est super simple. Il va y avoir des personnages sur la table et chaque personne va avoir un objectif secret qui contient 3 des personnages sur la table. Ça, c'est les personnages qui vont scorer des points à la fin de la partie, que ce soit des points positifs ou des points négatifs. C'est ces personnages-là qui vont scorer. La twist du jeu, c'est que dans nos mains, on va avoir des cartes, évidemment, avec des points, des plus, des moins, des têtes de mort pour empêcher, des potions pour se guérir des têtes de mort, par exemple. Mais pour jouer à notre tour, on choisit une de nos cartes et on la donne cachée à un joueur de notre choix, peu importe lequel. Et à ce joueur-là, on va lui proposer, par exemple, moi j'aimerais ça que tu le mettes sur le personnage, le général. S'il est d'accord, il va le mettre face cachée. Donc les autres joueurs ne savent pas qu'est-ce qu'on a mis ensemble. Si jamais qu'il regarde ces personnages, moi j'ai donné par exemple un plus 3 points, puis là il aimerait ça en bénéficier sur un autre de ces personnages, bien, il peut le mettre où qu'il veut, sauf qu'il va devoir le mettre face visible. C'est ça qui est le génie du jeu, c'est que ça oblige à faire des alliances entre les joueurs parce qu'on va essayer de voir qui est le plus probable d'aller mettre une carte à l'endroit où qu'on aimerait. Fait que c'est vraiment... Sauf qu'on n'est pas obligé de respecter ces alliances-là, puis c'est pas parce que cette personne-là a le même personnage que nous qui préférerait pas le mettre sur un autre personnage pour compter plus de points. Donc c'est un jeu qui est super intéressant, une belle interaction entre les joueurs. Encore une fois, c'est un jeu qui est rapide à jouer et puis vraiment le fun. Je vous conseille fortement MAD. Bonjour, Martin de la Télé du Meeple. Merci au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de juillet 2026. Et oui, ça arrive parfois qu'on est en retard, même quand on joue à beaucoup de jeux. On ne peut pas tous les essayer. Et on ne peut pas se faire une tête sur tout rapidement, tout le temps. Et des fois, il y a des délais. Et moi, je vous parle ce mois-ci de ma découverte de Wondrous Creature. Wondrous Creature, c'est ce jeu-là et la nouvelle extension vient d'arriver ici. C'est pas neuf, ça fait rien de particulièrement différent, mais ce que ça le fait très bien. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une espèce de course au point, hein, parce que le timer de ce jeu-là, ce qui va annoncer la fin, c'est la récolte de trophées. Et les trophées sont distribués comment? Bien, sont distribués en atteignant certains objectifs communs. Alors, vous devez vous dépêcher. D'abord, à ne pas prendre peut-être... L'objectif a souvent 2 catégories. Une catégorie facile pour moins de points, une catégorie plus difficile pour plus de points. Et vous allez des fois vous sautez carrément sur une option facile parce que votre premier trophée va déclencher des pouvoirs spéciaux de votre personnage. Et c'est un placement d'ouvriers tout à fait différent. Alors, vous avez une grille sur laquelle vous allez mettre des espèces c'est des créatures hybrides entre des végétaux et des animaux. Et votre personnage et votre petit personnage que vous allez placer sur le long. Et il touche, en fait, il va recouvrir 2 tuiles hexagonales. Et vous allez pouvoir récolter les bienfaits, c'est-à-dire la nourriture que vous
vous donne certaines des tuiles adjacentes. Alors, c'est des codes de couleurs. Le bleu, c'est pour les algues, le vert, c'est pour les fruits, le jaune, c'est pour les fleurs. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais vous pouvez augmenter les fruits, vous pouvez augmenter la ressource que vous voulez. Sinon, vous pouvez prendre une carte du marché qui a besoin qui est identifiée par cet habitat-là. Et ce sont des cartes que vous allez pouvoir prendre et mettre en jeu. Et à votre tour, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes en jeu, c'est très intéressant. Et vous devez absolument essayer de maximiser cet effet-là. Alors, il y a beaucoup de choses à essayer de mesurer. C'est-tu le bon temps pour jouer ça? C'est-tu le bon temps pour jouer cette carte-là? Et ça vous fait une espèce de course à tous ces objectifs-là qui vont vous donner plus de points. J'ai adoré la direction artistique. J'ai entendu certains YouTubers dire que c'était des Pokémon de Temu. Je ne suis pas d'accord, c'est une direction artistique tout à fait différente, c'est-à-dire que les petits personnages, que si la thématique pour vous n'est pas importante, vous ne les verrez presque pas. J'ai un ami qui a joué et il s'est rendu compte de rien. Sinon, vous allez vous rendre compte que les dessins sont assez jolis, que l'iconographie est facile à comprendre, que les différentes actions s'apprennent très bien. Et c'est un jeu qui, ma foi, est très agréable à jouer. Comme je vous dis, moi je viens de recevoir l'extension, j'espère pouvoir rapidement la mettre dans ma rotation de jeu parce que je veux voir ce que ça amène de plus. Des nouvelles contraintes, de nouvelles, si vous voulez, de nouvelles choses à ajouter sur le board, sur le plateau pour aller récolter différemment. J'ai bien hâte de l'essayer et je vous conseille ce mois-ci Wondrous Creature. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et ce mois-ci, je vais y aller avec un jeu qui est un peu plus vieux, mais que j'ai eu la chance d'essayer pour la première fois en juillet. C'est le jeu Kalimala. C'est un jeu que j'avais entendu parler, mais que j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Et vraiment, j'étais passé à côté de quelque chose, là, parce que c'est un très bon euro old school. Donc on va obtenir des ressources comme de la soie, du bois, de la pierre. On va se servir de ces ressources-là pour construire des bâtiments. Puis aller placer des petits cubes sur le plateau. Là, donc il y a comme différentes sections du plateau qui sont comme différentes majorités si on veut. Donc à différents temps dans la partie, chaque section va être scorée. Puis là c'est le joueur qui a le plus de cubes là qui va faire des points. Mais qu'est-ce qui détermine quand ces cubes-là vont être... quand ces sections-là vont être scorées, c'est les actions des joueurs. Parce que, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir une espèce de grille d'actions, puis on va aller placer notre ouvrier en 2 emplacements, puis on va faire les 2 actions qui sont reliées. Mais la twist, c'est que quand quelqu'un d'autre vient se placer là, on va aller par-dessus les autres joueurs qui sont déjà là, puis ceux qui sont en dessous vont aussi refaire les actions. Donc on essaie de repérer c'est quoi les emplacements qui vont être les plus prisés pour aller se placer en dessous, puis essayer de les faire plusieurs fois, même pendant le tour des autres joueurs. Et un coup qu'un emplacement a déjà 3 ouvriers qui est là, ben, quand on en place un 4e, le dernier va pas refaire l'action, mais va aller activer le prochain scoring. T'sais, au début de la partie, l'ordre dans lequel les différentes sections vont être scorées est connu. Donc c'est à nous à essayer de voir lesquels qu'on veut prioriser parce qu'on peut pas être bon partout tout le temps, donc faut faire des choix, faut optimiser avec les ressources qu'on a, les actions qui sont disponibles pour scorer les bonnes choses au bon moment. Donc c'est très simple, très interactif, sans jamais être dans ta face. Pour vrai c'est tellement élégant comme jeu, là, c'est super simple à expliquer, mais comme tellement plein de belles stratégies. J'ai hâte d'y rejouer, puis je suis à la recherche d'une copie. Si jamais vous en avez une qui prend la poussière chez vous, je suis preneur. Donc, Kalimala, regardez ça, puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Éric de Attab pour te présenter mon coup de cœur du mois de juillet. Et ce mois-ci, il s'agit de l'Armée des Ténèbres, Army of Darkness de Board Game. Groovy. Army of Darkness, c'est un jeu de coopération, de programmation d'action et de type défense de la tour, Tower Defense, où il faut protéger le livre jusqu'à l'apparition et ultimement, on va dire la mise à mort du chef de l'Armée des Ténèbres, Evil Ash. Qu'est-ce qui en fait que ça a été mon coup de cœur du mois de juillet, autre que je suis un très grand fan de la
de la licence Evil Dead. C'est un jeu qui n'est pas sans ses problèmes. Ça a quand même été en enfer de développement pendant 7 ou 8 ans. Il y a des instructions, des règles qui sont un petit peu wishy-washy. Il manque des fois un peu de précision. Mais c'est les moments épiques. La façon que le jeu a été conçu, la distribution des dés quand c'est le moment d'attaquer ou de se défendre, fait en sorte qu'il y a des moments où tu pourras être tout seul contre 8, 10, 12 membres de l'armée des ténèbres, puis dire dans n'importe quel jeu, ça serait c'est fini, la game est perdue. Mais c'est possible que de gagner ce genre d'affrontement-là, ce qui donne des moments épiques du jeu, principalement si tu es fan de la licence. Et je te dirais que c'est principalement ça qui est pour moi le caractère différenciateur, parce que des Tower Defense, t'en as probablement joué, moi aussi. Puis souvent, c'est très, j'appelle ça à la pandémique, où il faut que tu conserves un certain équilibre. Ici, tu peux perdre le contrôle parce que tu as différents objectifs que tu dois faire en même temps. Essayer d'accélérer l'apparition de Evil Ash, essayer de défendre le livre, protéger ton parapet. Donc, des fois, il va y avoir des fortifications qui vont être affaiblies autour du château. Puis tu dis, OK, là, il faut que j'aille essayer de défendre ce flanc-là de la forteresse. Tu vas dire, c'est impossible. Mais non, c'est très possible dans l'armée des ténèbres. Et c'est ces moments-là épiques qui font en sorte que c'est mon coup de cœur du mois de juillet. Donc là-dessus, encore une fois, je te remercie, David, pour ton invitation. Et nous, on se voit très bientôt à table. Salut là! Hey, vous m'excuserez de la qualité de la vidéo ainsi que du son parce que présentement je suis en vacances et je suis allé au Pixel Paradise parce que quand on est en vacances, on va quand même jouer à des jeux et pourquoi ne pas découvrir une belle arcade un peu rétro? Je vais vous faire la visite. C'est pas parce que je suis en vacances que je ne vais pas vous parler de mon coup de cœur du mois. Alors pour le dernier mois, mon coup de cœur a été Wingspan Pocket. Oui, je le sais, c'est encore une autre version de Wingspan, mais pour ma part, c'est un concept que j'aime beaucoup. Alors là, ils ont rapetissé la boîte et ils ont fait un jeu qui est beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus rapide également. C'est certain que si vous n'aimez pas Wingspan, ça va pas vous faire changer d'idée. Par contre, pour ma part, j'ai aimé la facilité dans laquelle on peut le placer. C'est facile à sortir, facile à jouer. On va pouvoir enligner les parties et en solitaire, ça marche très très bien. Alors sur ce, je vais vous laisser parce que je vais continuer mes vacances. Salut, c'est Jean-François Desboulamit, puis aujourd'hui, pour mon coup de cœur du mois de juillet, je vous ai sorti un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà de ça, mais qui est classé comme dans les 2000 sur Board Game Geek. Puis selon moi, il devrait peut-être être classé un petit peu plus haut. C'est un jeu que pas mal tout le monde à qui que j'ai fait jouer ça dans les derniers mois, ils ont tous pas mal aimé. Je vous parle d'un petit jeu qui s'appelle Savannah Park. Dans Savannah Park, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie, dans le fond, de déplacer toutes les tuiles sur notre plateau. Donc, vous allez avoir une trentaine de tuiles d'animaux de toutes les sortes. Donc, vous avez des girafes, vous avez des gazelles, vous avez des éléphants, vous allez avoir des rhinocéros. Puis, au début de la partie, tout le monde a un plateau unique. Donc, on place les jetons un peu aléatoirement. Et comme ça, chacun a sa propre planche. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans Savannah Park? On va déplacer toutes les tuiles une seule fois pendant la partie. Puis, on essaie de faire les plus gros troupeaux d'animaux, tout en s'assurant d'avoir des genres de petits lacs, les petits ruisseaux, parce que c'est ça qui va nous scorer des points. Donc, dans Savannah Park,
Un joueur, pendant son tour, va sélectionner une de ses tuiles qu'il n'a pas encore touchée. Il va l'annoncer. Tout le monde doit prendre la même tuile et doit la déplacer sur une autre case, tout en s'assurant de faire attention de ne pas les placer trop près des arbres qui sont en feu. Donc, dépendamment de quelle tuile que vous placez, ça se peut qu'il y ait des animaux qui aient peur à cause du feu autour des arbres en feu et qui finissent par se sauver puis vous coûter des points. Donc, c'est un jeu c'est quasiment comme un jeu de casse-tête qui est très léger, qui joue assez rapidement. Je vous dirais peut-être un 20-25 minutes, qui joue très bien à 2, à 3, à 4, qui joue bien avec les enfants. Donc, si jamais vous le voyez pas cher, à ce moment-là, je vous conseillerais fortement de l'essayer. Sinon, si vous le trouvez pas, apparemment que ça a été réédité en Caldera Park. Donc, si vous voyez Caldera Park, je n'ai pas joué à cette version, mais apparemment que c'est la même chose. Donc, Caldera Park / Savannah Park, c'est notre choix pour ce mois-ci. Merci beaucoup, puis passez une belle fin de journée. Bon, ça fait quelques mois que je manque les coups de cœur du professeur Board Game. Mais je suis officiellement de retour. Et mon choix est facile. Il s'agit de Veil Fate. Veil Fate ne raconte pas une histoire. Il crée des histoires que votre groupe va encore raconter après les parties. Oui, le jeu se joue de 2 à 8 joueurs, mais c'est vraiment à partir de 6 que j'ai eu le déclic. Les équipes secrètes changent complètement la dynamique et c'est cette version-là qui m'a complètement conquis. Normalement, je cherche jamais des jeux pour 6 à 8 joueurs. En fait, j'invite pratiquement jamais 5 à 7 personnes chez nous pour jouer. Mais depuis que j'ai découvert Veil Fate, je me cherche des excuses pour réunir assez de monde autour de la table. C'est à ce point-là que j'aime ce jeu. Veil Fate, c'est un jeu de déduction sociale dans lequel 9 demi-dieux se déplacent autour d'une cité pour accomplir différentes quêtes et accumuler des points. La twist, c'est que chaque joueur soutient secrètement l'un de ces demi-dieux. Et à partir de 6, vous êtes en équipe de 2, mais vous ne savez même pas qui est votre partenaire. L'objectif est simple. À la fin de la partie, tu veux que ton demi-dieu soit celui qui se retrouve le plus haut sur la piste des points. Sauf que si tu passes toute la partie à pousser le même personnage vers l'avant, bonne chance. Tout le monde va comprendre que c'est le tien et commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, pendant 3 heures, tu vas manipuler les 9 demi-dieux, faire progresser le tien, aider celui d'un autre pour brouiller les pistes, en envoyer certains dans l'abysse. Bref, tu veux gagner sans jamais montrer avec qui tu essaies de gagner. Et lorsqu'une quête est complétée, tous les votes secrets qui ont été joués sont mélangés, puis révélés un à un, et là, la table explose. C'est qui a joué ça? Les regards, les accusations, les bluffs. Tu penses avoir trouvé ton partenaire et tu réalises 3 tours plus tard que tu aidais peut-être ton pire ennemi. Et tout ça vient d'un jeu aux règles étonnamment simples, avec des tours rapides, qui peut te faire vivre cette expérience de 6 à 8 joueurs sans que ça devienne une aventure de 4 heures. Honnêtement, juste d'en parler, j'ai le sourire aux lèvres. Mon seul petit bémol, pour moi, les modules extensions additionnels sont pratiquement indispensables. Ils ajoutent juste assez de folie, de bluff et de profondeur pour faire passer l'expérience à un autre niveau. Et croyez-moi, j'en ai encore énormément de choses à dire sur Veil Fate. Ça tombe bien parce que je compte vous en reparler très bientôt. Mais pour aujourd'hui, retenez simplement ceci. Trouvez-vous 5 à 7 amis prêts à embarquer dans le bluff et à se lancer quelques couteaux dans le dos et essayez Veil Fate. Parce que c'est pas seulement mon coup de cœur du mois, c'est devenu l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Merci Professor Board Game encore une fois pour l'invitation, c'est très apprécié. J'aime parler de mes coups de cœur et ce mois-ci, j'en ai un d'ici. Donc, c'est la compagnie Scorpion Masqué qui nous ont offert le beau panorama ici. Quel beau jeu, cosy, simple, rapide à jouer aussi. C'est un excellent jeu où la thématique, vous devez survoler de beaux paysages en montgolfière et trouver le plus beau paysage, selon vous bien sûr. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles. La façon d'aller se chercher des tuiles ici est quand même spéciale, j'aime beaucoup. Vous avez une montgolfière, vous partez donc du soleil.
et vous vous dirigez vers une tuile qui va être libre. Comme ça, vous pourrez l'ajouter à votre panorama. Le soleil se déplace ensuite vers la prochaine montgolfière à qui ce sera le tour de piger une tuile. Ce qui veut dire que si vous allez chercher une tuile trop loin, ça va prendre du temps avant que le soleil vous rejoigne et que ce soit à nouveau votre tour. Il va falloir donc faire un bon équilibre entre aller se chercher la tuile tant convoitée mais plus loin, ou aller se chercher des tuiles un peu plus proches afin d'ajouter plus de tuiles à notre panorama. Et le jeu va se terminer quand un des joueurs prend la dernière tuile d'une des piles de 4 tuiles et il va devoir faire atterrir sa montgolfière tout en faisant le son. C'est vraiment écrit ça dans les règles. Après ça, on va retourner le soleil qui va devenir une lune. Les autres joueurs vont avoir un dernier tour. Ensuite, on calcule les points. Votre panorama, vous allez devoir prendre compte des différents paysages, mais aussi des animaux ou des fleurs qui sont contenus sur la tuile. Pour faire des points, avec seulement des fleurs, impossible. Avec seulement des animaux, impossible non plus. Ça prend vraiment la combinaison des deux. Donc si, admettons, vous avez 2 ours et 2 fleurs, eh bien 2 x 2 fait 4. On va faire des points aussi avec des objectifs, comme par exemple celui qui a le moins de nuages, la plus longue rivière, la personne qui a le plus de corbeaux. Ça, ce sont les objectifs de base, mais il y en a des un petit peu plus complexes aussi. Il y a même des scénarios à l'intérieur du livret. Vous pouvez aussi personnaliser les objectifs comme vous le voulez. Panorama est un jeu vraiment efficace de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. On y joue à la maison, on adore. Puis même au travail, on y joue sur l'heure du midi et on adore ça. On se plaît là, à réaliser les différents scénarios proposés. On fait les nôtres aussi. Bref, ça fonctionne bien, ça se joue bien, rapide, facile. Donc, Panorama, je vous le recommande fortement. Et vous, c'est quoi votre coup de cœur? Salut tout le monde, ici Vincent Et Yannick. de la chaîne Le Temps d'un jeu pour mon coup de cœur du mois de juillet. De mon côté, pour une fois que je suis dans la légèreté, j'ai bien aimé Athlète de compète, donc un jeu de course effréné avec des personnages loufoques. Tous les personnages sont quand même assez spéciaux avec chacun un pouvoir unique. Donc une course, on a 4 courses à faire avec 4 personnages on peut avoir au hasard ou soit qu'on peut drafter d'une certaine façon dans le livre de règles. Bref, on essaie de gagner des courses et des fois ça donne des combos et des courses assez effrénées. Un côté du plateau un petit peu plus pépère, l'autre un petit peu plus extrême avec différentes mécaniques. Bref, j'ai adoré ce jeu-là. Fait que de mon côté, pour le mois de juillet, mon coup de cœur, Athlète de compète. Très bon jeu. Pour ma part, un jeu que j'ai fait venir d'Europe parce qu'il n'existe pas au Québec. J'ai dû vendre un rein pour le faire venir parce que en plus le pays d'origine où il est édité n'envoie pas en Amérique du Nord. Donc j'y ai passé par la France pour arriver jusqu'ici. Donc effectivement, il me reste plus qu'un rein. C'est comme ça, c'est la vie. Mais donc pour moi, c'est le jeu Sibylle. Donc on en a déjà parlé un petit peu, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Donc c'est un jeu où vous incarnez une voyante, une tireuse de cartes en fait, ou un tireur de cartes comme vous voulez. Et puis vous allez devoir deviner un petit peu le jeu des autres. Donc vous avez une rangée de cartes, vous posez 3 cartes qui vont être vos actions, 3 cartes qui vont être les actions que vous allez essayer de deviner de vos adversaires. En fonction de ça, vous allez récupérer des petits gemmes, des petits diamants qui vont vous permettre de bonifier vos actions. Avec tout ça, vous avez des objectifs à résoudre. Le premier qui arrive à faire ces deux objectifs sur les 4, il gagne la partie tout simplement. Donc c'est un jeu magnifique, c'est la version Ascending Edition, donc c'est la version un petit peu upgradée avec les pièces en métal, les cartes foils d'une beauté, j'ai jamais vu des cartes comme ça. Donc Sibylle, mon jeu, c'est peut-être mon jeu de l'année, mais pour le moment on va rester avec mon jeu du mois de juillet. Donc c'était nos coups de cœur du mois de juillet, c'était Vincent et Yannick. On vous dit à la prochaine. Salut. Bonjour! On est le bureau du loisir. Merci à David de nous inviter à vous partager notre coup de cœur du mois de juillet. On commence avec toi, mon bon David. Moi, c'est très cruel. Mon coup de cœur, Mathieu, c'est un jeu qui n'est pas encore
publié. Bouh! Mais j'ai eu la chance de l'essayer au Flim, par exemple. C'était Salut, pas le Flim. secret, là. Il y avait les gens de Next Move Game qui étaient là. Ça s'appelle Melodies. Melodies, c'est un jeu coop. Quelle surprise! Moi, je trouve que c'est l'héritier spirituel de Crew. C'est le même principe. C'est un peu sur des levées, mais avec une twist musicale, puis plein de petits défis qui sont emballés individuellement dans des petites enveloppes qu'on va ouvrir les unes après les autres. OK, fait qu'il y a un côté évolutif. Il y a un côté évolutif. Ça se joue en devient- combien de temps, à peu près? C'est tout ce qu'on aime, Mathieu. Là, je pense qu'on peut emballer une game en 10 minutes. Oh! On a eu une réaction très forte là, au milieu de la rue. On a comme enchaîné les parties l'une après les autres. Parce qu'on n'y arrivait pas du premier coup, là, évidemment. Là, c'est normal. Là. Un coop, Mais- ça se doit d'être difficile. là. Voilà. Mais l'excitation est très forte. Je pense que j'ai jamais eu autant hâte d'acheter un jeu depuis 2 ans. Venant de David, ça c'est très très rare, effectivement. Moi, mon coup de cœur, on va de l'autre côté du spectre ludique. On va dans un jeu quand même assez long, mais pas de temps non plus. Donc, Forestery, un jeu que j'aime beaucoup pour son thème. Je trouve qu'il y a une super belle intégration thématique. On a vraiment l'impression de planter des arbres et de les récolter aussi. Quand on les récolte trop, ben il n'y en a plus sur le plateau, fait qu'il faut en ressemer. Donc, tout ça est vraiment marche très très bien. C'est un jeu qui a quand même une bonne courbe d'apprentissage. La première partie, on n'a pas nécessairement beaucoup de plaisir, mais il faut persister. Parce qu'à la deuxième, troisième, quatrième partie, on a vraiment beaucoup de plaisir à combotter et à optimiser nos actions plus ça va dans la partie. Donc, mon coup de cœur du mois de juillet, Forestery, que j'ai joué quand même 4 fois au mois de juillet. Est-ce Donc, que tu peux être un castor dans Forestry? Ou... tu peux être ce que tu veux. En général, dans la vie, hein, le monde moderne nous apprend qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on veut être, David. Alors, sois un castor, et nous, on pense au prochain. Voici le coup de cœur de la page de Statonto pour ce mois-ci. Il s'agit du jeu Anami. Anami, un jeu que nous avons récupéré au Gen Con. Et à noter que c'est un jeu qui ne date pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs années sous le nom du jeu Samouraï. C'est un jeu sous la thématique du Japon, comme vous pouvez le voir avec les cerisiers en fleurs. C'est un contrôle de territoire dont le but du jeu est d'aller récupérer 3 items un peu partout sur l'île japonaise. Il s'agit de quoi? Les fleurs, les riz, c'est comment? Onigiri. Onigiri, puis onigiri. les fleurs, c'est les sa. Les sakura. OK, on va leur dire. Non, non. Alors, il y a les sakura, les onigiri et les lanternes. Onigiri. Onigiri, OK. Onigiri. Il y a les sakura, les onigiri et les lanternes. Onigiri. Onigiri. Ni. Gi. Ri. Ri. Onigiri. Il y a 2 i. Et à noter que nous avons la version Deluxe avec les composantes en bois. Tout est en bois. Le plateau est réversible des 2 côtés. Magnifique. C'est un jeu que je n'ai jamais eu la chance d'essayer avec l'ancienne édition. Mais on a été surpris en la lecture des règles parce que c'est un jeu qui se joue entre 0 à 3 points de victoire à la fin de la partie. Alors, c'est vraiment un contrôle de territoire où on doit se battre les uns les autres pour aller chercher les différents items qu'on retrouve un peu sur la carte. Et le but du jeu est très simple, c'est celui qui est le plus en majorité autour d'un item remporte le dit item. Et celui qui en a le plus de ce dit item gagne 1 point, puis il y en a 3 en tout dans le jeu. Répète après moi. Oui. I. Thème. Item. Item. Ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que pour les amateurs qui aiment Rebirth, bien, vous allez retrouver la même sensation de contrôle de territoire. Ce n'est pas du tout le même jeu, mais c'est la même sensation très satisfaisante où il y a beaucoup d'interactions parce qu'on se bat entre les joueurs. C'est un jeu qui est simple à expliquer, simple à comprendre, mais attention, il demande assurément une bonne réflexion. Et si vous avez eu la chance de vous procurer, toi, tu as été chercher le jeu, mais tu n'as pas été chercher l'extension qu'il offrait, ça donne 3 petites extensions que tu peux rajouter en partie ou au complet dans le jeu et qui vient rajouter un petit challenge très intéressant. Et surveillez la page de Statonto parce qu'on vous en parler beaucoup plus très prochainement avec de magnifiques photos. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est la fin. C'est la fin. Anami. Et c'est ainsi que ça finit. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente comme coup de cœur pour mon mois de juillet 2026 le jeu Nokosu
Dice. Donc, Osu Dice, c'est un jeu qui est quand même assez vieux. Je pense qu'on parle de 2017-2018, quelque chose comme ça. Mais c'est un jeu de levée. Et si tu es un amateur de jeux de levée, je te suggère fortement de jeter un œil à ce jeu-là. Je pense que tu vas pogner quelque chose. Donc, on parle d'un jeu de levée, c'est-à-dire le classique, le joueur qui va mener la levée, il va jouer une carte, ça va donner la couleur qui est demandée pour cette levée-là. Chaque joueur doit jouer une carte de cette couleur-là. Celui qui joue la plus haute remporte la levée. Et si tu n'as pas de carte de la couleur qui est demandée, tu peux jouer n'importe quoi de ta main pour t'en débarrasser. Et il y a évidemment un atout qui est déterminé qui va pouvoir venir briser un petit peu tout ça. On est dans le classique. Lui, il y a 2 twists qui vont venir changer un petit peu tout ça, puis c'est ça qui fait que je trouve ce jeu-là si bon. Premier twist, mais les 2 twists ont rapport avec la même chose, c'est qu'il y a un draft de dés dans ce jeu-là. Fait que quand tu vas avoir distribué le paquet de cartes à tout le monde, puis tout le monde va avoir sa main de cartes en 4 couleurs, de 1 à 10, quelque chose comme ça, ben tu vas avoir une grande brassée de dés que tu vas lancer. Puis après, les joueurs vont les drafter un à un jusqu'à temps qu'il en reste juste un. Twist numéro 1, le dé qui reste va donner une valeur et une couleur pour l'atout du tour. Donc, s'il reste un 3 bleu, ben le 3, il est atout. Le bleu, il est atout. Fait que si on joue un bleu, ça brise tout. Si on joue un 3, ça brise encore plus. Puis si on joue un 3 bleu, c'est la carte ultime que rien d'autre ne peut briser. Fait que ça vient changer l'atout à tous les tours de jeu. Puis ça rend quelque chose de stratégique. Si tu vois qu'il y a plein de bleus qui sont dans le pool, dans le bassin de dés qui sont demandés, tu peux peut-être essayer de le laisser là parce que tu vois que tu as beaucoup de bleus dans ta main. Fait que peut-être que ça va faire que le bleu va devenir un atout. Puis toi, ta main de plein de bleus va devenir plein d'atouts. Fait que ça, c'est une première twist qui est super intéressante. Deuxième twist, selon le nombre de joueurs, tu vas te ramasser avec un certain nombre de dés devant toi. Mais par exemple, si tu joues à 5 joueurs, tu vas avoir 4 dés devant toi. Et pendant la phase de jeu, tu es obligé de jouer tes dés comme si c'était des cartes. Si j'ai un 6 rouge, ben c'est comme si j'avais une carte 6 rouge de plus dans ma main. C'est juste que tu vois ce que les joueurs ont devant eux. Fait que tu peux jouer en fonction des dés que tu vois également. Et chaque joueur est obligé de garder un dé pendant la phase. Quand tout le monde irait juste un dé et il n'y a plus de carte en main, c'est là que la phase se termine. Et le dé que tu gardes, dis-je, c'est le nombre de mains que tu essaies de faire pendant cette phase de jeu-là. Fait que si moi, en début de tour, j'ai drafté un 2, un 3, un 5 puis un 6, puis là, je joue mon 6, mais ça veut dire que je vais essayer de faire 2, 3 ou 5 mains. Si je joue mon 3, mais j'essaie d'en faire 2 ou 5. Puis si je décide de jouer mon 5 éventuellement, mais j'essaie de faire exactement 2 mains, de gagner 2 mains ce tour de jeu-là. Et la majorité de tes points vont venir à savoir si tu réussis à atteindre tes objectifs ou non. Parce qu'ultimement, tu fais 1 point par levée, tu réussis de gagner, ce qui n'est pas grand-chose dans la game que tu vas faire. Mais tu vas faire 10 points. Quand tu réussis à atteindre un de tes objectifs, tu fais 10 points par joueur qui ne l'ont pas atteint. Fait que si moi, mon dé 4 bleu, j'ai réussi à gagner 4 levées ce tour-là, puis je suis le seul joueur sur 5 qui a réussi à le faire, mais je fais 40 points. Plus le nombre de levées que j'ai gagné. Dans ce cas-ci, ça serait 4, donc 44 points. Il y a un dé qui te permet de décider, je vais essayer de gagner aucune levée ce tour-là, puis évidemment, si tu as ce dé-là, tout le monde essaie de t'en faire gagner une, ainsi de suite. Fait que juste ces 2 twists-là, j'ai un choix très stratégique à faire en jouant les dés que je vais avoir pour savoir le nombre de mains que je vais gagner, et on a un choix quand on va drafter pour savoir qu'est-ce qui va être l'atout pour ce tour-là. Ça vient pour moi complètement transformer ce qui est un jeu de levée, puis ce qui est intéressant là-dedans. Chaque jeu de levée a besoin d'avoir sa petite twist, et celui-là a une twist qui est excellente. Si tu aimes les jeux de levée, essaie de jouer une partie de ça, je pense que tu vas aimer. Sur ce, ciao. Bonjour à tous, je suis Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Ce mois-ci, mon gros coup de cœur ludique va à Paladins des Royaumes de l'Ouest. Comme je le disais, c'est vraiment un jeu qui me faisait de l'œil depuis des années. Je suis hyper contente. Donc c'est un jeu expert, il faut le savoir. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'il porte cette notion. Dans les Paladins du Royaume de l'Ouest, vous allez construire votre ville à l'aide de vos villageois et essayer de l'améliorer au maximum pour convertir des envahisseurs pour qu'ils viennent avec vous ou les combattre. Il y a une panoplie d'actions et de façons de marquer des points. Le jeu est un peu long, je pense qu'il dure entre 60 et 90 minutes, j'aurais tendance à dire, mais ça laisse amplement le temps de construire de notre village, de l'étendre de la manière dont on veut et de remplir des objectifs. Vraiment énormément de choses à faire dans Paladin et c'est ça qui le rend complexe, mais il est hyper jouissif. C'est vraiment un jeu, une très très belle découverte. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de manières d'arriver à ses fins, parce que les 3 premières manches, on va retourner des cartes ordre du roi une à une, donc à chaque manche, et ces cartes vont vous donner des objectifs à remplir en fin de partie pour maximiser vos points. Et vraiment, si vous n'avez pas rempli ces objectifs,
ça peut un peu peiner, mais il y a d'autres manières de faire des points. Donc si vous étiez parti totalement vers autre chose, ça peut totalement fonctionner aussi. C'est hyper précis, c'est un calcul très franc à faire. Bref, c'est un jeu que j'ai adoré. Yo tout le monde, c'est Samir de la communauté Patreon de Professor Board Games. Merci David pour les vidéos qui sont toujours au top. Alors pour mon coup de cœur du mois de juillet, c'est Unconscious Mind. C'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai avec moi et ça fait longtemps que je voulais jouer, j'ai jamais eu l'occasion. Et j'ai enfin eu l'occasion au mois de juillet d'y jouer et j'ai pas été déçu du tout, j'ai adoré. J'avais d'abord été attiré par la thématique et par le design graphique que je trouve vraiment absolument magnifique et aussi parce que c'est un pose d'ouvrier et j'aime bien les jeux de pose d'ouvrier. Donc Unconscious Mind, c'est quoi? On joue un petit peu le rôle d'avant-gardiste de la psychanalyse, etc. à l'époque de Freud, à Vienne. Et c'est un jeu essentiellement de pose d'ouvriers. On va aller poser nos ouvriers ici qui sont en fait des idées. Ça va nous permettre de récupérer des cartes, des tuiles, des ressources, faire des actions différentes. Petite tuile, c'est la ligne dans laquelle on va poser notre ouvrier. Ça va nous faire avancer sur notre plateau personnel. Il y a une espèce d'encrier comme ça. Et en fonction de où termine l'encrier, on va pouvoir activer les différentes tuiles qu'on aura mis dans l'une ou l'autre ligne. Donc il y a un espèce de petit moteur comme ça qu'on crée dans le jeu. Il y a aussi une espèce de gestion de ressources qui est assez spéciale avec 3 niveaux. Donc par exemple la ressource verte, niveau 1, 2 ou 3, etc. Une espèce de cercle ici. On va avoir nos patients qu'on va devoir soigner. On va devoir analyser en fait leurs rêves. On a 2 types de rêves et ça va nous ramener des points de victoire. On va également pouvoir se promener dans la ville de Vienne ici avec Freud qui se promène aussi. Et en fonction de si on se promène ou pas et là on atterrit, on va pouvoir avoir des petits bonus, faire des petites capacités, quelques actions. J'ai vraiment adoré le jeu, c'était trop cool, ça correspond bien à tout ce que j'aime, c'est-à-dire pose d'ouvrier, gestion de ressources et également engine building. Et puis la thématique est vraiment hyper cool. Et autre petit coup de cœur dont je voulais parler vite fait, j'ai eu l'autorisation de David, c'est de ce livre de jeu de rôle Obojima que j'ai pu essayer cet été. Et j'ai adoré, c'est un jeu de rôle basé sur Donjons & Dragons, 5e édition, pour le coup, dans un setting un peu différent, dans un setting un peu à la style Ghibli, monde fantasy, un peu Zelda, comme ça, avec vraiment un univers absolument magique et magnifique. J'ai pu le DM pendant le mois de juillet. Et il y a plein de choses différentes, il y a également des espèces d'artefacts style années 80 comme ça, vraiment très très cool et gros coup de cœur de mon mois de juillet et de mon été en général, c'est d'avoir pu faire jouer en fait finalement ce jeu de rôle qui est absolument magnifique. Si vous êtes fan de jeux de rôle, je vous le conseille, surtout si vous aimez bien tout ce qui est Ghibli, Zelda, etc. Ça, c'est ultra validé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai trop adoré ça. Et j'ai hâte de faire continuer et d'en faire une campagne plus que les one-shots que j'ai pu faire. Et je vous conseille énormément. Et c'est un monde avec rempli de magie, beaucoup de potions, beaucoup de sous-classes différentes, avec des pouvoirs spéciaux. Et c'est trop cool. Et c'est basé sur les règles dans Donjons & Dragons 5e édition. Il y a également la 5.5. Mais voilà, c'est ça mes 2 coups de cœur du mois de juillet. Bonne journée tout le monde et merci encore David. À la prochaine. Salut les gamers, je suis en direct de l'île aux jeux à Maria pour présenter mon coup de cœur du mois de juillet qui va à Boss Fighter QR, un jeu coopératif de battle contre des boss mais qui est en jeu de cartes et qui se gère avec une application mobile qui est vraiment bien faite, qui va vraiment gérer tout ce qui est au boss, ses points de vie, ses attaques, ses habiletés. Puis on va aussi devoir déduire un peu les mécaniques du boss au fur et à mesure qu'on va les subir pour savoir comment le contrer de la bonne façon, qu'est-ce qu'on doit faire contre lui, comment on veut éviter ses grosses attaques. Fait qu'il y a vraiment des beaux aspects de découverte au fur et à mesure qu'on va jouer. On a aussi une belle progression de personnages. À chaque boss, on va gagner une nouvelle carte pour notre deck. On peut aussi enlever des cartes de base pour notre deck pour le forger un peu à notre goût. On va au début de la campagne de 10 boss se faire un personnage en mélangeant un deck de personnages et un deck de classe. Fait que je peux être le nain magicien, mais je peux être le nain guerrier ou le nain druide si ça me tente. Fait que c'est vraiment un système qui est cool où on va faire un personnage qui est fun.
Puis on va évoluer là-dedans. La difficulté des boss aussi est très progressive. Donc on va avoir vraiment, au début, les deux premiers boss se font quand même bien. Puis après ça, les boss deviennent de plus en plus complexes à comprendre leur mécanique de jeu puis comment ils fonctionnent. Fait que c'est vraiment très le fun. Le jeu va être disponible en français très bientôt. Il devrait sortir probablement d'ici la fin de l'année 2026 là, en français. Surveillez ça. Ils ont déjà annoncé une extension avec des nouvelles classes, des nouveaux personnages, des nouvelles races. Donc c'est mon coup de cœur du mois, Boss Fighter QR. Merci encore à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour les coups de cœur qui nous ont partagé leur choix. Et on va se dire à la prochaine. On se voit le prochain mois pour une autre de coups de cœur. D'ici ce temps-là, continuez de gamer.